14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le temps est bien maussade à Paris ce vendredi 20 juin 1969 et ça n'a pas découragé une foule très importante de s'approcher de l'Élysée, de saluer, d'acclamer le nouveau chef de l'État, Georges Pompidou, qui vient d'être élu au second tour de l'élection présidentielle avec 58,21% des suffrages. Son concurrent pour le second tour, c'était le président du Sénat, président de la République par intérim, Alain Poher. Nous sommes donc le 20 juin 69 là, et c'est cette foule sur les Champs-Élysées qui rappelle un peu, en beaucoup moins grave, la foule de mai 1968. À 11h, cette foule qui voulait le maintien du général de Gaulle au pouvoir. À 11h, une déesse noire escortée de plusieurs motocyclistes entre dans la cour du palais. Un garde ouvre une portière et le nouveau président descend. On le connaît bien parce qu'il a été longtemps Premier ministre. Il est maintenant en habit traditionnel. Et oui, le premier qui ne portera pas l'habit traditionnel de président pour son investiture, ce sera le président Giscard d'Estaing quelques années plus tard. Bien sûr, la garde républicaine, on roule les tambours, vous savez, on a déroulé le tapis rouge qui est complètement détrempé par la pluie. Au pied des marches du perron de l'Élysée attend donc Alain Poher. Les deux hommes vont échanger une poignée de main chaleureuse et se diriger vers l'intérieur du palais. Et Pompidou dirige ensuite les cérémonies. Il va aller dans le salon des ambassadeurs où le grand chancelier de la Légion d'honneur va lui remettre le fameux grand cordon de l'ordre national. C'est l'amiral Georges Cabanier à l'époque qui est grand chancelier. Alors il y a la musique, la marche des mousquetaires de Lully, interprétée par l'orchestre de chambre de la garde républicaine. Georges Pompidou est suivi notamment du Premier ministre sortant, Maurice Couve de Murville, qui l'avait remplacé à Matignon quand le général en avait eu un peu assez de ses services. Il est accompagné également du président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, un nom qu'on va bientôt réentendre. Et nous sommes maintenant dans la salle des fêtes de l'Élysée où attendent 200 personnalités, dont le président du Conseil constitutionnel, Gaston Pallevski, qui proclame les résultats officiels de l'élection. Courte allocution, puis l'amiral Cabanier passe au cou du président ce grand collier de la Légion d'honneur. Vous savez que maintenant, les présidents ne portent plus le grand collier, on se contente de le leur présenter. Le nouveau président, ensuite, va apposer sa signature, la première en tant que chef de l'État, au procès-verbal de cette cérémonie d'investiture. 21 coups de canon tirés depuis les berges de la Seine. Georges Pompidou va prendre la parole. Un discours dans lequel il rend hommage au général de Gaulle, son très illustre prédécesseur, et il affirme que son devoir de chef de l'État est tracé par l'exemple du général de Gaulle et dicté par la confiance que lui a manifesté le pays, dit-il. Il assure sa volonté de maintenir la dignité de la France. Georges Pompidou, ça y est donc le 19e président, un peu moins d'un an après avoir remis sa démission de Premier ministre dans la foulée des événements de mai 68, vous savez, il avait passé 6 ans à Matignon. Alors évidemment, il s'était mis, selon sa propre expression, en réserve de la République. Il avait retrouvé son siège de député du Cantal. Le Cantal est sa terre natale. Et avant le référendum constitutionnel d'avril 69, il avait fait part de son souhait de se présenter à la prochaine élection présidentielle, qui officiellement était prévue pour 1972. Bon, on connaît le résultat du référendum. C'est un non, c'est la démission immédiate du général de Gaulle. Une campagne précipitée, campagne éclair d'1 mois où il a fallu affronter 6 adversaires. Georges Pompidou l'a donc, je vous l'ai dit, largement emporté puisqu'il a fait plus de 58% des voix. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dès le lendemain de cette investiture, le 21 juin, jour de l'été, Jacques Chaban-Delmas est donc nommé Premier ministre. Il a 55 ans, Chaban-Delmas, général de l'armée de terre pendant la Seconde Guerre mondiale, ancien résistant, grande carrière politique, grande figure du gaullisme, pour rassurer peut-être les milieux gaullistes. Il est député maire de Bordeaux depuis 47, président de l'Assemblée nationale depuis 58. Il avait fini par se confondre avec le perchoir, si je puis dire. Et on annonce le nouveau gouvernement
gouvernement, avec des portefeuilles très importants pour les barons du gaullisme. L'ancien Premier ministre Michel Debré est à la Défense nationale, Edmond Michelet est aux affaires culturelles, Maurice Schumann aux affaires étrangères, Olivier Guichard à l'éducation nationale. Enfin, vous voyez, bon, il y a un non-gaulliste très important quand même qui occupe un grand ministère, les finances, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Raymond Marcellin, Roger Frey conservent leur poste à l'intérieur et aux relations avec le Parlement. Bref, Georges Pompidou s'est entouré d'hommes qui font partie du sérail. Le 16 septembre, Jacques Chaban-Delmas va donc s'exprimer devant l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle le discours de politique générale. Et il fait le constat d'une France en retard sur le plan industriel, d'une société bloquée, comme l'ont montré les fameux événements de mai 68, d'un État tentaculaire et inefficace, ça nous rappelle quelque chose, d'un pays de caste dont les écarts excessifs de revenus et une mobilité sociale insuffisante maintiennent des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux. Voilà, je devrais le dire avec le ton, n'est-ce pas, de Jacques Chaban-Delmas, des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux. Devant les députés, Chaban défend le projet de ce qu'il appelle la nouvelle société. C'est un véritable virage progressif qui veut accorder une plus grande autonomie aux services publics, à l'ORTF, aux universités, qui veut restructurer la fiscalité, promouvoir le dialogue social. On a l'impression qu'on entre dans une nouvelle ère. Cette nouvelle société, dit le Premier ministre, je la vois comme une société prospère, jeune, généreuse et libérée. C'est la transformation de notre pays que nous recherchons. C'est la construction d'une nouvelle société fondée sur la générosité et la liberté. Le président assiste à cela depuis l'Élysée. Bien sûr, il est devant sa télé, il fume cigarette sur cigarette et il ne cache pas sa colère. Il est entouré notamment d'un certain nombre de conseillers, dont Pierre Juillet, qui est véritablement son éminence grise. Pierre Juillet qui s'est lui-même adjoint les services de Marie-France Garot quelque temps plus tôt. Le chef de l'État n'a pas été cité une seule fois dans le discours de politique générale. Vous imaginez ça? Chaban-Delmas ne lui a même pas présenté le texte qu'il devait dire devant les députés. Or, Pompidou avait déjà rejeté pendant la campagne électorale cette idée de nouvelle société que lui avait soufflé Jacques Chaban-Delmas. Autant vous dire que, dès le début, les relations vont être très tendues entre l'Élysée et Matignon. Cette nouvelle société sera d'ailleurs abordée dès la première conférence de presse du président le 22 septembre à l'Élysée. Grande conférence de presse dans la grande tradition gaullienne, vous savez, dans la salle des fêtes, là, tout le cérémonial. D'autres faits d'actualité sont également abordés, et notamment à la toute fin de la conférence, cette célèbre affaire Gabrielle Russier, qui à l'époque défraie la chronique. Gabrielle Russier, c'est cette enseignante de 32 ans qui s'est suicidée juste avant, 3 semaines plus tôt, après avoir été condamnée à 1 an de prison avec sursis pour enlèvement et détournement de mineurs. Elle avait entretenu une liaison amoureuse avec un de ses élèves âgé de 16 ans. Et on demande au président ce qu'il en pense. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé sur cette affaire, ni même d'ailleurs ce que j'ai fait, dit le président. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, comprenne qui voudra. Et il cite le célèbre poème de Paul Éluard. N'oubliez pas qu'il est lui-même l'auteur d'une anthologie de la poésie française. Georges Pompidou, moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronné, défiguré, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. Alors, dès les premières semaines du septennat de Georges Pompidou, ce qui devait être un septennat, bien entendu, vous savez que ça s'est achevé bien plus tôt que prévu, on vote un certain nombre des mesures qui avaient été promises pendant la campagne, notamment on mensualise les salaires. Ça va être une véritable révolution dans la société. Il faudrait presque consacrer un jour une émission à ces grandes transformations du début des années 1970. On développe la formation professionnelle avec des accords d'entreprise réformés, l'actionnariat ouvrier mis en place chez Renault. C'est peut-être une petite concession à la participation dont avait parlé le général de Gaulle à la fin de son propre mandat. Il y a des mesures technocratiques aussi, le SMIC avec un C, salaire de croissance, remplace le vieux SMIG. Bref, ça n'empêche pas des violences d'éclater un peu partout, dans les milieux universitaires agricoles notamment, d'où la loi anti-casseurs qu'on vote dans la foulée. D'autres réformes dans ces premiers mois, le service militaire est ramené à 1 an. L'autorité parentale est désormais partagée entre le père et la mère, autant dire qu'il n'y a plus à partir de là de chef de famille. Et dans le même temps, on est toujours dans cette espèce de modernisation industrielle qui accompagne les
les bons résultats économiques. On est encore dans les 30 glorieuses. Pas pour longtemps, me direz-vous. La filière graphite-gaz est définitivement abandonnée au profit du nucléaire, du tout nucléaire, devrais-je dire. Pompidou réfléchit à la modernisation des chemins de fer, à la future première ligne de train à grande vitesse. On construit partout, dans toutes les villes. Alors là, des routes, des rocades, des pénétrantes, le périphérique parisien également, qui est en plein chantier. La voiture existe, dit Pompidou, qui lui-même aime les voitures d'ailleurs. Il faut s'en accommoder. Il s'agit d'adapter Paris à la fois à la vie des Parisiens et aux nécessités de l'automobile, à condition que les automobilistes veuillent bien se discipliner. C'est amusant de voir à quel point tout ce qui se faisait donc il y a exactement 50 ans est aux antipodes à peu près de ce que nous essayons de faire aujourd'hui, enfin ce que certains en tout cas essaient de faire. Dans le domaine culturel, Pompidou, qui est passionné d'art contemporain, annonce la création d'un nouveau musée d'art moderne dans le quartier de Beaubourg qui était à réhabiliter. On décide évidemment de réunir ça au grand projet de bibliothèque publique. On va faire une sorte de grand pôle culturel qui sera à la fois un musée, une bibliothèque. Décision qui fait pas l'unanimité chez les gaullistes, qui se disent que ça pourrait devenir ça le foyer d'un nouveau mai 68. Bon. Le président Pompidou garde évidemment, comme tous les présidents de la Ve République, la main sur les affaires étrangères et la défense. Le ministre Schuman dira, j'avais avec lui tous les vendredis un entretien de 2 heures, toute initiative, toute nomination lui était soumise et il me donnait ses directives. Mais il n'est pour ainsi dire jamais arrivé que cet entretien hebdomadaire fût le seul. Chaque semaine, il y en avait au moins un autre en marge, vous imaginez. On est dans cette politique chère à De Gaulle d'indépendance de la France. Quand même, Pompidou aimerait rompre avec ce qui était un certain isolement de la France à l'époque gaulienne, et notamment, il veut accélérer la construction européenne. Ça, c'est une inflexion qui n'est pas mince. Il est à la manœuvre pour l'organisation d'un sommet des chefs d'État de la Communauté économique européenne. Il y avait 6 membres à l'époque. Le sommet se tient à La Haye en décembre 69 et Pompidou se déclare favorable à l'entrée du Royaume-Uni dans cette CEE, comme on disait. Bien sûr que le général de Gaulle ne voulait même pas en entendre parler. Je ne sais pas auquel des deux l'histoire a donné raison, je vous laisse juge. L'autre différence avec le général de Gaulle, c'est le réchauffement des relations avec les États-Unis. Le 24 février 70, Pompidou arrive aux États-Unis pour une semaine de voyage officiel. C'est son premier voyage officiel à l'étranger. C'est pas étonnant qu'il aille le faire aux États-Unis. Il va rencontrer bien sûr le président Richard Nixon pour parler de la situation compliquée au Proche-Orient déjà, des relations avec l'Union soviétique. On est en pleine guerre froide à l'époque. Et puis il se rend, il est donc à Washington, mais il se rend à San Francisco, à Chicago, où des manifestants vont protester contre la politique arabe de la France et en particulier contre la vente de Mirage à la Libye. C'est la Libye de Kadhafi déjà à l'époque. Lors de ce voyage, Pompidou aborde, au moment d'un discours qu'il tient à Chicago, il aborde les enjeux environnementaux. Ça, c'est un sujet que personne n'avait encore abordé avant lui. D'ailleurs, c'est Pompidou qui, en 71, créera le premier ministère de l'Environnement. Il veille aussi à entretenir de bonnes relations avec l'Union soviétique. Il va y aller dès le mois d'octobre 70. Et là, il y a plusieurs rencontres avec Léonid Brejnev, qui est le grand patron de l'Union soviétique à l'époque, le secrétaire général du Parti communiste, et un autre secrétaire général, celui de l'Élysée, Michel Jobert, dont on ne parle pas assez, écrira dans ses mémoires, au travers d'une jovialité robuste, le français et le russe visiblement s'appréciaient. Le premier grand événement de ce mandat de Georges Pompidou, c'est la mort de son devancier, c'est la mort du général de Gaulle, 10 novembre 1970, à 7h20 du matin. On prévient le président, alors que la dépêche est en train de tomber sur tous les téléscripteurs. Le président est très ému, il fait une allocution à la mi-journée. Le général de Gaulle est mort, la France est veuve, dit-il. Et le lendemain, avec le Premier ministre, il se rend à Colombey pour se recueillir sur le cercueil du général que la famille a fait fermer.
ce qui a été interprété comme le signe d'une forme un peu de défiance envers le président Pompidou. C'est vrai que la famille de Gaulle n'avait pas apprécié évidemment le retrait, le recul qu'avait pris Pompidou, mais lui-même n'avait pas apprécié l'absence de soutien du général de Gaulle pendant la célèbre affaire Markovic, vous savez, sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Une rumeur qui ensuite s'était propagée et qui mettait en cause l'épouse de celui qui n'était à l'époque pas encore le chef de l'État. Le 12 novembre, jour de deuil national, c'est bien sûr Pompidou qui préside à Notre-Dame la cérémonie en présence de 33 chefs d'État et souverains, mais il n'y a pas de dépouille de l'homme du 18 juin, qui est resté bien sûr à Colombey. Alors ensuite, il y a ce début de mandat très actif en 71-72, notamment sur la scène européenne avec la création de ce consortium Airbus, vous savez, pour produire l'A300, premier modèle commercialisé par cette compagnie qui sera le plus grand succès sans doute de l'Europe. Le président est également à l'initiative du serpent monétaire européen qui limite les fluctuations de taux de change entre les pays de la communauté. À l'époque, encore une fois, ils ne sont pas bien nombreux. Il se félicite du résultat au référendum d'avril 72 qui, à 68 et quelques %, approuve l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne. Il rencontre très souvent Nixon, Brejnev, le chancelier ouest-allemand Willy Brandt. Il poursuit ses visites d'État, notamment en Afrique. En février 71, il est au Sénégal et retrouve son vieil ami de jeunesse, celui qui était son compère sur les bancs du lycée Louis-le-Grand, Léopold Sédar Senghor. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai des souvenirs, moi, qui sont des souvenirs de tendre enfance, mais de ces voyages présidentiels de Pompidou, qui était peut-être le premier président à voyager autant. Alors, sur un plan intérieur, c'est moins brillant. Il y a toujours cette colère dans les lycées, les universités, etc. Les artisans, de leur côté, n'en peuvent plus du régime fiscal. Les agriculteurs se plaignent beaucoup. Pompidou a de plus en plus de mal à accepter les choix de son Premier ministre. Et c'est vrai que la majorité, pourtant totalement aux mains des gaullistes, cette majorité est en train de se fissurer. Et pour ne rien arranger, le Canard enchaîné publie au début de 72 les déclarations fiscales de Chaban-Delmas et le public apprend que le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, n'avait pas payé d'impôts de 67 à 70. C'est pas illégal, mais enfin, évidemment, tout ça ne fait pas très bien dans l'opinion. Début mai 72, Jacques Chaban-Delmas déclare à Georges Pompidou « Soutenez-moi ou mettez-moi à la porte ». Ce à quoi le chef d'État lui dit « Demandez donc un vote à l'Assemblée, on verra bien, vous n'avez rien à perdre ». Le 24 mai, Chaban reçoit un large vote de confiance des députés, mais il va être néanmoins fragilisé par cette crise. Et le 5 juillet 72, à la demande de Pompidou, il va donner sa démission. Il sera remplacé quelques heures plus tard par un fidèle d'entre les fidèles, par Pierre Messmer. C'est auprès du nouveau chef du gouvernement que Pompidou aurait fait ses premières confidences sur cette maladie rare et compliquée qui l'avait assailli, une forme rare de leucémie qui s'appelle la maladie de Waldenström. Il en parle à quelques personnes seulement, bien entendu, et le président là se met à souffrir de plus en plus. Il ne peut plus cacher la gravité de sa maladie, et vous savez qu'il sera sous cortisone, et donc il va devenir de plus en plus bouffi. On le voit se déplacer avec difficulté et garder son manteau, même dans des pièces bien chauffées. On le voit annuler toutes sortes d'engagements. Bref, à partir de là, alors évidemment l'Élysée parle de toutes sortes de petites maladies pour essayer d'expliquer les choses, mais on sait bien que le 2 avril 74, le président va mourir de cette maladie de Waldenström à 62 ans, au terme d'un mandat totalement inachevé, dont on retient toujours les derniers mois difficiles, mais dont on oublie, je crois, un peu trop les 3 premières années extrêmement actives et qui ont forgé en quelque sorte le socle sur lequel fonctionne encore notre 5e République. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Vous écoutez Radio Classique.